Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir à ce webinaire dédié à la thématique Nature for Health, nature pour santé. Aujourd'hui, nous réunissons des experts, des partenaires, des parties prenantes pour explorer ce rôle crucial. Nous allons présenter les éléments clés de ces programmes. Et je fais ça au nom du secrétariat du programme Nature for Health, euh, qui est ici basé à Nairobi. Et ce sont mes collègues Julien Blanc, Lucie Momeri, Lucio Mondi, qui sont à la tête de ces programmes. Et j'ai le plaisir de présenter ça dans leur nom. Et nous allons présenter partager avec vous la présentation que nous avons préparée pour aujourd'hui. Et nous espérons que si vous avez des questions, nous avons un chat, un espace pour poser des questions. Alors, c'est un webinaire d'information sur les processus de sélection des candidats à appliquer à ces fonds fiduciaires multipartenaires. Et aujourd'hui, nous allons naviguer un peu ces processus euh, et je vais vous présenter la prochaine diapo en vous expliquant un peu les précédents des webinaires ont été organisés en novembre 2024 et à cette date, nous avons présenté la phase 2 de la déclaration d'intérêt. En février 2025, nous avons parlé du processus de candidature pour cette phase 2. Et vous avez tous les webinaires, version anglaise, française, espagnole, sur notre site à l'adresse que vous voyez sur l'écran. Toutes les vidéos sont enregistrées et accessibles pour le public. La déclaration d'intérêt pour la phase 2 suit ce calendrier que vous voyez. En octobre de l'année passée, nous avons annoncé à la COP16 de CBD à Cali ce processus. Le 10 janvier 2005, nous avons lancé la déclaration d'intérêt. Il y a une période de 10 janvier au 7 avril 2025 pour une fenêtre pour appliquer, pour présenter les candidatures. Et en ce moment, au mois de mai, nous faisons ces webinaires et on espère qu'au mois d'août de cette année, nous aurons une décision du comité de pilotage sur les projets sélectionnés. Et comme j'ai déjà mentionné, nous avons fait des webinaires avant, en novembre et février, en novembre 2024 et février 2025. Et le secrétariat a révisé, examiné ces candidatures pendant les mois d'avril-mai. Et il y a un groupe technique qui conseille les partenariats qui s'est réuni entre le mois de mai et juin 2025 pour émettre ces recommandations techniques qui vont être présentées au comité de pilotage au mois d'août. Donc, soyez attentifs si vous avez soumis une application pour ces fonds fiduciaires, vous allez recevoir des nouvelles peut-être à la fin du mois d'août sur la décision du comité de pilotage. Et nous avons reçu des candidatures de 66 sources différentes qui ont été soumises pendant cette fenêtre entre janvier et avril. Et ça correspond à 11 pays, plusieurs demandes distinctes qui ont été soumises par ces 11 pays que vous voyez en Afrique, en Amérique latine, en Asie centrale et en Asie principalement. Nous allons détailler le nombre de propositions soumises et vous allez voir la déclaration d'intérêt, un projet qui suscite beaucoup d'intérêt dans les pays. Après la pandémie, nous sommes plus conscients de la nécessité de travailler les aspects environnementaux de ces
apparitions de nouvelles maladies et des pandémies qui paralysent la planète si nous ne prenons pas les mesures. Et vous allez voir que nous avons une distribution géographique assez intéressante. En Afrique, nous avons 5 projets de l'Afrique centrale, 7 projets de l'Afrique de l'Est, et ainsi de suite. L'Afrique australe aussi a présenté 7 projets, beaucoup de plus de projets, 9 projets de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi reçu des projets de l'Amérique centrale, 2, et de l'Amérique du Sud, 8, et ainsi que il y a un petit problème là avec la Central Afrique à nouveau dans le continent asiatique, mais nous avons reçu aussi de l'Asie centrale, de l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est des projets, ainsi que de l'Europe de l'Est. Donc, il y a un spectrum, une représentation globale assez intéressante qui fait de ce projet un projet vraiment mondial pour travailler à, environ la planète de ces sujets de santé et environnement et nature. Après, on va voir aussi comment ces déclarations d'intérêt pour la phase 2 couvrent aussi des entités territoriales infranationales, locaux, provinciales, ainsi que des projets à portée régionale. Nous avons reçu entre 5 projets qui impliquent des entités territoriales infranationales et 3 projets à portée régionale pour l'Amérique centrale et pour les îles du Pacifique. On voudrait vous faire part du calendrier indicatif parce que c'est important pour vous d'avoir ces dates en tête et suivre les processus d'examen de près pour être attentif aux différentes étapes du processus et des possibles questions que les comités techniques et les comités de pilotage pourraient avoir. Donc, en avril, comme on a dit, le secrétariat fait l'évaluation d'éligibilité. Mai-juin, c'est l'examen administratif qui est conduit par le secrétariat et l'examen technique qui fait les groupes consultatifs techniques pour présenter au mois d'août ces recommandations au comité de pilotage qui va s'occuper de la sélection des juridictions de la phase 2. Je rappelais, il y a une phase 1 qui est en exécution en ce moment. Il y a des projets très intéressants et on commence à avoir des évolutions importantes. Et après août, au mois de septembre, nous allons notifier les résultats de la sélection aux candidats. Et entre septembre et octobre de cette année, il va y avoir une demande de statut de convocation. C'est ces partenaires qui vont réunir, qui vont convoquer les processus nationaux ou régionaux selon les projets pour la mise en œuvre des projets sélectionnés. Au mois d'octobre, on va faire l'affectation des partenaires aux juridictions sélectionnées. C'est important de noter que pour ces statuts de convocation, seulement les partenaires Nature for Health sont éligibles et c'est le comité de pilotage qui fait la décision d'attribution des projets à ces partenaires éligibles. Entre octobre et novembre, on va élaborer et soumettre les documents de cadrage du projet. C'est un projet avec un cahier de charges très spécifique, très innovatif. C'est pas pour faire la même chose qu'on est en train de faire jusqu'à date. Et on va expliquer plus tard l'importance de cette approche nouveau, innovative, systémique, qui prend en compte des aspects environnementaux, mais les intègre dans les différents secteurs, les différents aspects du problème de l'interface santé-nature. Au mois de novembre-décembre, nous allons faire l'examen, la demande de modification et approbation des documents de cadrage du projet. Ça, c'est fait par le secrétariat. Et finalement, au mois de janvier 2026, nous allons commencer à transférer les fonds aux partenaires de Nature for Health qui ont été sélectionnés pour commencer la phase de définition de la portée des documents
des projets approuvés. Ce qu'on appelle en anglais le scoping phase, qui détermine les acteurs impliqués. On va expliquer ça un peu en détail plus tard. J'espère que vous me suivez. Je vais expliquer un peu les différentes phases pour que vous soyez clair de ce qu'on fait à chaque étape du processus. L'évaluation d'éligibilité qui fait le secrétariat, elle l'a fait déjà au mois d'avril qui vient de passer. Donc, la date limite de candidature initiale a été prolongée de 2 semaines et les soumissions ont été acceptées via les formulaires Google qui étaient distribués aux intéressés. Et le délai, c'était jusqu'au 7 avril. Pendant cette période, les candidats devaient présenter des entités gouvernementales. C'est seulement les gouvernements, les autorités publiques qui peuvent appliquer à ces projets mais qui sont éligibles à la APD. Je regarde à mes collègues APD, c'est l'agence de... Assistance pour le développement. Ah oui, pardon. C'est les pays qui sont éligibles pour l'assistance publique au développement. Donc, ce n'est pas pour tous les pays, c'est les pays qui rentrent dans ces listes de pays qui peuvent bénéficier de l'aide publique internationale, si vous voulez, y compris des gouvernements infranationaux et sous-régionaux et des entités intergouvernementales régionales. Donc, vous avez vu, il y a toutes ces représentations des différents compositions gouvernementales territoriales qui ont été intéressées à appliquer à ces projets. Les ONG, important, les ONG ne sont pas éligibles pour soumettre des déclarations d'intérêt. Donc, c'est un processus qu'en anglais, on dirait member-driven. C'est les États qui conduisent les processus, mais après, on va développer. Il y a un rôle à jouer pour tout le monde dans la mise en œuvre de ces projets. Et les pays de la phase 1 ne sont pas éligibles. Ceux qui ont été sélectionnés dans la première phase ne peuvent pas soumettre à nouveau des déclarations d'intérêt pour la phase 2. Ceux qui n'ont pas été sélectionnés, eux, ils peuvent le faire. Certains l'ont fait. Suivante. Donc, après cette phase, il y a l'évaluation, ça continue, l'évaluation de l'éligibilité du secrétariat, détaille une certaine liste des mondes qui doivent être suivis par les candidats. Et ça inclut une lettre du ministère de la Santé. Et ça, c'est la beauté du projet. C'est intégrer différentes instances institutionnelles parce que c'est un projet multisectoriel. Donc, c'est une lettre du ministère de la Santé, une lettre du ministère de l'Environnement ou équivalent, une lettre supplémentaire est requise du ministère soumissionnaire s'il ne s'agit pas du ministère de la Santé ou de l'Environnement, ministère du Tourisme, ministère des Forêts, de la Pêche, de l'infrastructure. Toutes les possibilités ministères sont possibles et bienvenues. Et on a besoin aussi des lettres supplémentaires de la part d'autres ministères qui seraient engagés dans les projets de mise en œuvre de Nature for Health. Alors, les candidatures qui ne correspondent pas à ces critères d'éligibilité ne seront prises en compte. Les candidats seront informés ce mois-ci, au mois de mai, des résultats de cette étape. Ensuite, il vient l'examen administratif que fait aussi le secrétariat, qui évalue tous les aspects administratifs de la déclaration d'intérêt afin de prendre en compte plusieurs facteurs. En commençant par le leadership, il faut que le gouvernement soit derrière la présentation, la soumission de la candidature. Ça doit être endossé soutenu par le gouvernement dans le processus de déclaration d'intérêt. Ensuite, la compréhension du processus d'attribution des partenaires, de mise en œuvre et de convocation. Donc, c'est ces partenaires qui font partie de Nature for Health, qui est un partenariat qui rentre en compte ici. Et après, on va faire la compréhension des règles de financement, parce qu'il faut avoir clarté sur cet aspect-là
qui est très important et très unique à ces genres de projets comme le Nature for Health, qui inclut les règles actuelles des donateurs qui n'autorisent pas le financement des entités gouvernementales. L'argent doit aller au secteur non gouvernemental, y inclut secteur des communautés, des peuples indigènes, des ONG, des secteurs privés, des secteurs parastatals. Et ça, c'est une partie très technique, mais c'est important que les gouvernements qui dirigent les processus soient au courant que ce n'est pas à eux qui va l'argent. L'argent ne va pas aux entités gouvernementales. Et ensuite, selon les partenaires de Nature for Health, c'est eux qui peuvent recevoir les fonds et ils les administrent pour le compte du gouvernement qui a été sélectionné. Le gouvernement du projet qui a été sélectionné et les organisations intergouvernementales et les ONG peuvent être sous-traitants pour les partenaires qui sont en charge de la mise en œuvre de ces projets avec l'accord du gouvernement. Donc, il faut toujours consulter avec le gouvernement qui est toujours derrière en train de diriger la conception et la mise en œuvre de ces projets. Et ces projets doivent être en adéquation globale avec les mandats et les objectifs de Nature for Health qu'on va expliquer à continuation. Donc, le secrétariat a contacté certains demandeurs pour clarifier toute question ouverte qui puisse émerger de ces candidatures. Après ça, il y a une revue technique, il y a un Technical Advisory Group, un groupe conseiller technique qui examine ces déclarations d'intérêt et fait des recommandations au comité de pilotage, au comité directeur en fonction des mérites techniques de la déclaration d'intérêt, en tenant compte des critères très spécifiques, comme par exemple l'engagement envers la vision et les objectifs des projets. La prévention, c'est les mots-clés ici. C'est un projet qui vise la prévention des prochaines pandémies, de ceux qu'on ne connaît pas encore. C'est pour ça que c'est assez unique et c'est innovateur. C'est une nouvelle approche qui vient pas ajouter à ce qu'on fait déjà pour les traitements des maladies connues, mais on travaille sur la prévention de la prochaine pandémie en s'occupant de la santé de l'environnement et de tous les facteurs connectés à la santé de l'environnement, la santé humaine, la santé animale, etc. Et en parlant de ça, donc, il faut la prise en compte des niveaux de menaces pour la biodiversité et des risques de propagation des maladies zoonotiques, ceux qui sautent des animaux aux humains ou entre animaux, ou des pandémies dans la zone géographique qui est proposée par les projets. Ensuite, il faut une approche systémique, donc une compréhension globale du problème et une approche multisectorielle aussi, inclusive, qui amène à la table tous les acteurs relevants pour travailler sur ces problèmes identifiés. Et c'est multipartite, donc c'est multi-agence. L'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble. Un peu comme à l'époque des attaques terroristes, si on a les polices de chaque pays et les douaniers, tout ça, qui ne partagent pas les informations, on est plus fragilisé que si on partage, si on travaille ensemble, on travaille en équipe avec une approche multisectorielle, multidisciplinaire, multi-agence. Donc, ces projets amènent sur la même table tous les acteurs relevants, gouvernementaux et non gouvernementaux, pour traiter un problème de manière systémique. Et ça inclut l'engagement et la participation communautaire, en particulier des peuples indigènes et communautés locales. Une fois que le comité technique, le groupe technique a fait ses recommandations, il y a une sélection des juridictions de la phase 2 et des partenaires qui vont convoquer les acteurs dans les projets, dans les juridictions qui ont été choisis par le comité de pilotage. Donc, cette sélection va être faite au mois d'août-septembre de cette année
sur la base des examens du groupe technique qui conseille le comité de pilotage et du secrétariat, le comité de pilotage ou le comité directeur sélectionne jusqu'à six déclarations d'intérêt pour les projets de définition des mises en œuvre en tenant compte de l'équilibre géographique. Et ça va être fait au mois d'août. Le comité de pilotage se réunit périodiquement et la prochaine réunion de ce comité va traiter cette question. Et ensuite, il y a l'annonce, il y a la notification de sélection qui est faite par le secrétariat au mois de septembre. Ensuite, vient le processus d'attribution des partenaires. C'est qui va vous accompagner dans la mise en œuvre du projet. Et c'est un des partenaires du consortium, du partenariat de Nature for Health. Et ça s'est fait au mois de septembre-octobre. Et pour ça, les partenaires doivent exprimer leur intérêt à organiser des études de cadrage ou de scoping phases où on voit la portée du projet, on définit les cadres d'intervention et les régions, la zone géographique qui va être privilégiée, la cible d'intervention. Et ces expressions d'intérêt des partenaires viennent accompagnées d'un examen de ces déclarations par les secrétariats, qui est fait tout de suite après, presque à mesure qu'ils ont reçu, et les décisions relatives à l'attribution de ces partenaires va être fait par le comité de pilotage, le comité directeur au mois d'octobre de cette année. Donc, en ce moment, on a reçu toutes ces recommandations, 66 candidatures, si je ne m'abuse, et elles sont en train d'être examinées. Le comité de pilotage va se réunir au mois d'août pour décider. Ensuite, c'est la sélection des partenaires et la communication au mois de septembre. Et on commence assez rapidement la phase de mise en œuvre, le déboursement de l'argent pour cette phase de cadrage ou d'examen de la portée du projet. Après ça, la première partie de la mise en œuvre qui est assez critique, qui est clé, c'est la définition du problème et l'identification des acteurs suivant une approche systémique. Donc, ces documents des projets cadrage, élaboration du budget, à un financement. Donc, les partenaires qui vont accompagner le processus reçoivent $250,000. $250,000, c'est pas peu, pour faire cette cartographie, ce mapping de la situation, des acteurs et des interventions. Et après, une demande de modification ou d'approbation des documents du cadrage doit être soumise au secrétariat. Pour ça, il y a entre 6 mois et 12 mois pour faire tous ces projets de cadrage ou d'examen de la portée du projet, la définition du problème, de l'intervention. Et le déblocage des fonds de cadrage se fera au mois de janvier 2026. Donc, une fois que ce processus de sélection cette année est terminé, on commence à débourser les fonds au mois de janvier 2026 et les travaux de cadrage, de définition de la portée auront une durée entre, on peut dire, 6 mois, 9 mois, qu'on peut prolonger jusqu'à 12 mois et qui aboutissent comme résultat un document de projet de mise en œuvre co-créé, co-conçu de manière participative, inclusive pour un projet qui sera un montant de $2 millions à être exécuté sur 2 ou 3 ans au maximum. Donc, on a vu les 3 étapes de ce processus, la sélection des candidats, la portée, le cadrage et la mise en œuvre. Et pour ça, on a des partenaires qui travaillent avec les ministères relevant de chaque pays. Ils établissent une équipe de base. Après, ces partenaires organisent des ateliers et des engagements avec de multiples acteurs prenants, des parties prenantes, y compris les peuples autochtones et les communautés locales.
Et comme je dis, ça a un financement de 250 000 dollars. Ensuite, c'est important que ça suit tous les mêmes approches. C'est une approche systémique. Donc, on a besoin des experts dans ces 6 pays qui vont être sélectionnés ou ces 6 projets euh, qui connaissent l'approche systémique pour faciliter ces discussions, ces ateliers. Et il faut identifier de manière participative toutes les activités souhaitables, réalistes, s'inscrivant sur la théorie du change de Nature for Health. Ça, c'est un peu technique, langage codé des faiseurs de projets. Il faut concevoir ça de manière collective et co-développer un document qui sera soumis par ses partenaires qui convoquent au comité de pilotage. Jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas la conversation en ligne, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas les mentionner sur les chats du webinaire. Si mes collègues ont envie d'ajouter quelque chose, et sinon, on peut continuer. On peut continuer. Nous allons continuer avec une vidéo qui nous explique à quoi ressemble la portée d'un projet de Nature for Health. Et nous avons un expert qui va nous expliquer ça. J'espère que l'audio J'espère aussi. va fonctionner. Et ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît, indiquez-nous si vous arrivez à écouter la vidéo.
Voilà, tout est dit. C'est un grand expert qui nous parle autour des livres après la pandémie. Je pense qu'il a écrit quelque chose sur sauter de l'animal à l'humain, comment ces pathogènes peuvent envahir la planète. Mais il nous parle d'une chose très importante, c'est qu'il est essentiel de transformer notre manière de penser et d'agir face au risque de pandémie. Et au lieu d'adopter une approche réactive, comme on le fait maintenant, on court après la menace, il faut promouvoir une culture de l'anticipation, une culture de prévention proactive. Et c'est là qui est l'essence de ces projets, qui a trois axes majeurs: la prévention primaire, l'approche systémique et des actions qui sont axées à entrer dans le terrain, sur les champs, avec la nature et dans ce sens, la relation, la santé de la planète, la santé des écosystèmes est en relation étroite avec notre santé à nous. C'est ça qu'on a découvert un peu, qu'on savait déjà, les ancêtres le savaient, mais on l'a oublié un peu, la relation intime qu'il y a entre la santé de la planète et notre santé à nous. Et aussi, c'est ça l'approche One Health. Une santé, c'est tout est connecté, en fait. Je vois des demandes de parole. Et je demande à mes collègues du secrétariat comment on procède dans ces cas-là. On ouvre la conversation. Je voudrais que ça soit le plus interactif possible. Donc, je vais inviter Abida à nous formuler votre question, votre commentaire. Allez-y. Il faut unmute. On ne vous entend pas. Ah non? Oui, allez-y. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir toute l'équipe. Je suis très très heureux de participer à ce forum qui, du point de mon vue, est très très intéressant. Moi, mon nom c'est Ayontieme Abiola. Je suis environnementaliste et je suis au Bénin. Donc, nous suivons de très près vos initiatives et nous sommes très très intéressés par ça. Je pense que c'est une bonne initiative et si on l'avait pensé un peu plus tôt, on aurait pu éviter beaucoup de dommages lors de COVID-19. Je pense que ma question est toute simple. Vous avez parlé de 66 candidatures distinctes. Est-ce que cela voudra dire que c'est sur combien de juridictions? On peut avoir ces statistiques? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que il y a possibilité de faire de petites formations comme ça pour informer la majorité des gens, parce que c'est un projet très, très innovateur qui n'est pas encore connu du grand public. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Abiola. On vous salue au Bénin. Et je vais inviter la personne qui est chargée du secrétariat, mon collègue Julien Blanc, qui va nous répondre en anglais et après on va traduire pour vous. J'invite Julien ici au forum. No problem. You can talk in English to reply me. I'm bilingual as well. Eh? Oui, Yes, c'est parfait, mais il va répondre à vos questions, mais aussi à tous ceux qui nous suivent en français. Right. Alors, Yes. on va le faire. Merci beaucoup. Merci encore. Mais je vais essayer de répondre à la première question en français. Nous avons reçu 48 candidatures de pays différents, des candidatures au niveau national. Okay? Encore 3 candidatures au niveau régional, c'est multi-pays, et 5 candidatures au niveau sous-national. Okay? Alors, ça, c'est 56 juridictions différentes. Okay? Alors, l'autre question, c'est... Training de formation. De formation pour l'approche
systémique. Nous sommes en train de développer un système apprentissage ou de formation sur l'approche systémique, et on va l'enfoquer maintenant pour les pays sélectionnés, mais le plan est de peut-être au futur ouvrir le scope pour autres pays la portée du projet. Qui peut être intéressé. J'espère que ça et puis, répond. Puisque nous avons ici les chefs de ces projets au secrétariat ici à UNEP, au PNUE, ces webinaires font partie de la formation, mais nous avons un site internet, nous avons du matériel. Exactement. Où est-ce que le public peut chercher des informations? On va voir à la prochaine diapositive. Nous avons un guide en anglais pour comme suivre le processus de portée, de scoping. Right? Oui. Alors, c'est l'approche systémique. Pour mettre en œuvre les étapes de ces projets. Est-ce qu'on a répondu, monsieur Abiola, à votre question? Oui, parfaitement. J'ai eu beaucoup de réponses à mes questions et je suis vraiment satisfait. Et moi, mon souci, c'est de vulgariser cette approche qui est très, très, très innovatrice et qu'on met tout le monde à la même table pour discuter d'un même problème et avec de différentes perspectives. Ça, c'est très innovant. Et je pense que si cette approche peut être uniformisée, et ça va changer beaucoup de choses. Merci beaucoup et merci. Merci à vous. Merci à vous, oui. Et merci à toi, Julien. Nous allons continuer avec l'explication, mais c'est des personnes comme vous, monsieur Abiola, qui sont essentielles sur le terrain, dans les pays en contact et qui sont intéressés à la vulgarisation de ces concepts et les traduire dans un langage accessible au public qui font la différence. Donc, merci encore pour rejoindre ce webinaire et pour votre question. Donc, la vision et résultat de ces projets de Nature for Health, c'est je vois que nous avons cette diapo en anglais, c'est d'améliorer les politiques de prévention de la santé publique, mais santé publique compris d'une nouvelle façon. C'est pas seulement la santé publique des humains, c'est pas non plus la santé publique vétérinaire des animaux domestiques, mais même allant jusqu'aux animaux sauvages, c'est la santé intégrale de la planète qui inclut l'environnement, les écosystèmes, les paysages, les animaux, les plantes et les humains. Tout est intégré dans cette nouvelle vision et nous voulons améliorer ça au niveau pays, dans les législations, dans les plans nationaux, dans les politiques publiques de ces pays, ainsi que les investissements qui doivent accompagner ces politiques. Ça ne se fait pas seulement avec des déclarations, il faut investir dans ces nouvelles interventions publiques, privées, communautaires, si on veut, et afin de réduire les risques de futures pandémies et de réduire les risques de santé pour tout le monde. Donc, il y a 4 volets à ça. Je voudrais presque demander à Julien de rester avec moi ici pour qu'on le fasse ensemble. La première chose, c'est la formation, améliorer l'évidence sur les liens entre la perte de biodiversité, les changements climatiques et la santé pour une meilleure prise de décision, une amélioration dans la prise de décision intégrale qui intègre ces différents aspects et qu'on ne voit pas se faire en ce moment dans beaucoup de pays. Les volets suivants, les modules suivants, c'est l'action préventive avec une approche une santé, One Health, et des politiques qui s'attaquent à ces nexus, à ces liens entre la biodiversité, les changements climatiques et la santé. Et je demande à Julien de nous expliquer les 3e et les 4e volets. Oui.
OK, le troisième, c'est sur le renforcement de la capacité pour implémenter cette initiative de prévention sur le secteur environnemental, de santé humaine, de santé animale, etc., etc. Et aussi faire de gestion de connaissances, non? Oui. De connaissances, advocacy, je ne sais pas comment on dit, mais et awareness raising, je ne sais pas comment on dit. Oui, c'est un peu des lobbies auprès Oui. des autorités publiques et aussi la sensibilisation. Sensibilisation, exactement. Sur le lien entre la biodiversité, le climat, le changement climatique et la santé. Oui. Et la troisième, c'est sur gouvernance pour améliorer et renforcer la gouvernance d'une seule santé et particulièrement pour intégrer le secteur environnemental dans la gestion d'une seule santé. Ça, c'est les 4 outputs Oui. du projet, que le projet de mise en œuvre qui va être développé dans la phase de portée doit toucher tous ces 4 objectifs. Donc, les données sont importantes, les politiques de prévention, et la construction d'une capacité nouvelle, la gestion des connaissances, les lobbies, la sensibilisation et la gouvernance. Donc, les parents pauvres jusqu'à maintenant, ou les grands absents de ces politiques étaient les secteurs environnementaux, et on a vu les résultats catastrophiques avec le COVID-19. Et c'est ça qu'on veut reconstruire ici. Une nouvelle institutionnalité, une nouvelle gouvernance de la santé qui ne laisse aucun des secteurs clés dans la planification, mais aussi la mise en œuvre de ces réponses aux risques et aux menaces que nous subissons tous en tant qu'humains, mais aussi en tant qu'espèce ou composants écologiques de la planète. Bien, on continue après ces 4 modules. Julien est notre grand expert en l'approche systémique et ces triangles que vous voyez là avec la compréhension des interrelations, tout est lié, mais pas lié d'une façon il faut faire sens de toutes ces interrelations. Et il y a des frontières, la notion des frontières est importante, la notion des limites. La planète n'est pas infinie et la manière comme on la traite, c'est comme si tout était rénovable à l'infini. Et ensuite, à intégrer toutes les perspectives, nous voyons les choses de manière différente selon où nous sommes. Donc, Julien, je pense que ça, c'est un cadre théorique très innovant, très intéressant. Et si dans ton expérience avec les pays, la première phase, tu peux nous partager un peu tes sentiments sur comment ça a été mis en œuvre. Est-ce que c'est facile à appliquer? Quels sont les moments clés pour mettre en œuvre ces diagrammes que nous voyons là? Je pense que l'expérience a varié d'un pays à l'autre et je pense que le succès dépend beaucoup de s'il y a un bon facilitateur du processus, un expert en l'approche systémique. Et dans ces pays où il y a eu un bon facilitateur, on a eu un bon résultat. Mais c'est très important, ce rôle du facilitateur. Mais c'est une façon de suivre cette approche systématique, c'est la compréhension de l'interrelation de différentes perspectives, ou from different perspectives. Oui, mais explique-nous cet éléphant. Qu'est-ce que ça représente? L'éléphant et les circuits qu'on voit connectés là. Le circuit à droite explique plus ou moins l'interrelation dans un problème complexe.
dans ce cas, c'est le spillover, je ne sais pas comment on dit, mais le jump of Oui, les sauts, ça c'est Serge qui a dit les sauts, comment les pathogènes sautent d'un animal aux humains. So, c'est un problème complexe et il faut le comprendre, mais il faut le comprendre du point de vue de différentes perspectives. Comme un professionnel de la santé publique voit la situation est différente de comme la situation est vue par un environnementaliste ou un vétérinaire, etc., etc. C'est très important de joindre les perspectives pour pouvoir comprendre la situation. Oui. Mais on peut voir avec toutes ces interrelations, on peut voir avec problèmes complexes que tout est lié. Tout est connecté. Tout est connecté avec tout. Mais c'est très important de décider où les frontières sont. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire. On peut... Oui, donc c'est ça qu'on va voir à la table. Une fois qu'on met ces processus en marche et on a l'étape de cadrage ou de définition de la portée, on est tous à la table, on voit toutes les interrelations, mais c'est comme un puzzle qu'il faut construire. Toutes les pièces sont détachées, il faut faire sens de ça, et c'est le facilitateur qui nous guide pendant cette démarche qui n'est pas évidente. Donc, un facteur clé, c'est la sélection de ces facilitateurs qui va vous accompagner dans ces voyages qui nous amènent à une nouvelle compréhension du problème. Ça me rappelle parce que pandémie vient du grec pan. Pan, c'est le tout. Donc, tout est connecté. Mais il faut voir quelles sont les connexions, jusqu'à on va, les limites, les frontières pour définir. Autrement, on va discuter pendant des années et rien faire. Et l'idée que Julien nous a mentionné avant, c'est que ça a un impact sur les terrains pratiques presque en temps réel. Donc, il faut agir sur le terrain, pas seulement théoriser les problèmes et le laisser quelque part. Ce n'est pas un exercice uniquement académique. C'est un exercice de construction collective du nouvel savoir sur la santé. Et c'est pour ça qu'il faut amener à la table les peuples autochtones, les savoirs traditionnels et aussi la science et les dernières données sur l'état de la planète, y inclus sur les pathogènes et les aspects purement santé de la question. Mais vous voyez la santé vue d'une manière plus étendue, plus holistique, si vous permettez l'expression, que chacun dans son spécialité en train de définir une petite partie du problème sans se soucier des interconnexions. Bien, on va continuer et je vais demander à Julien de rester avec nous. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les formuler, parce que ça aussi, cet escargot que vous voyez là, c'est assez important, parce que ça illustre les différents faces de l'action collective à travers d'une pratique. Donc, certains appellent ça en anglais experiential learning. C'est un apprentissage par la pratique aussi pendant les processus où on commence. Je vais te demander, Julien, de nous dire où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on arrive avec cet escargot-là. Où est-ce qu'on commence? Quel est le premier pas? Oui, le premier pas est, comme tu as dit, pour la phase de cadrage, oui. Pour le projet, et d'établir une équipe de base, oui, composée par différents secteurs de gouvernement, etc., qui vont diriger le processus. Okay. Il faut faire le processus d'une façon itérative. Alors, il faut définir le problème qu'on va être adressé. Donc, oui. Et comprendre la situation de perspectives différentes, etc.,
le lien, la connexion entre les éléments du problème. Et, bon, non, je ne peux pas parler en français anymore. It's late here in Nairobi, but once the problem is understood, une fois que le problème est understood, collectivement compris, il faut identifier les solutions et dissigner le projet. Et vous voyez là les trois angles, le vertex du triangle, la frontière, l'interconnexion et la perspective, mais il faut faire tout ensemble, collectivement, pour développer solutions créatives qui sont déseables et factibles. Et throughout le processus, à travers tout le processus, avoir un processus d'apprentissage et réflexion. Alors, tout ça est décrit dans la guide de cadrage de M4H, de Nature for Health, et on peut la trouver en anglais seulement. Je suis désolé, dans ces liens que vous voyez là, natureforhealth.org, ressources scoping guide. Très bien. Et donc, l'important, c'est commencer tout de suite, faire les premiers pas, ensuite comprendre la situation, identifier les solutions et se mettre d'accord sur les prochaines étapes. Parce que ces projets du million, c'est une somme importante, mais c'est insuffisant pour tout ce qu'il faut faire. Donc, la vocation du projet, c'est d'être un incubateur, une capitale semence pour escaler ces solutions et aller chercher des fonds plus importants et l'investissement, comme on a dit avant, public dans les solutions. L'argent va peut-être à des endroits où on n'est pas en train d'adresser, comme Julien l'a dit, la clé des problèmes. Donc ici, on s'attache, on met l'accent sur les facteurs clés qui nous amènent à ces situations de pandémie globale dans une très courte période de temps. Bien, on passe maintenant à la couverture de la phase 1 de ces projets pour que vous ayez une idée de ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, on a sélectionné 6 pays, un pays en Amérique latine, l'Équateur, 3 pays en Afrique, Ghana, Rwanda, et maintenant, tout récemment, Kenya, et la Mongolie et Vietnam en Asie. Ils ont je ne sais pas, Julien, si tu expliquais les changements qu'il y a eu, si ça peut apporter des éclaircissements aussi. Le changement, tu dis, avec Kenya, oui. Oui, initialement, la Zambie a été sélectionnée, mais après un processus de négociation avec le gouvernement de la Zambie a décidé que les restrictions de Nature for Health, ils sont très restrictives. En fait, on ne peut pas donner argent au gouvernement. Et il y avait une stratégie qui s'enfoquait en Zambie, qui s'enfoquait principalement sur une santé traditionnelle, la surveillance et les réponses aux crises après ils ont occurred. Oui, un peu les approches curatives plutôt que préventives. Exactement. L'approche réactive. Et c'est pour ces raisons que la Zambie a dit non, nous ne voulons pas nous engager. Alors, nous avons vu les candidatures antérieures et il a eu une évaluation par le comité de pilotage du fonds. Et ils sont sélectionnés au Kenya. Et Kenya, nous avons eu une réunion avec Kenya cette semaine. Yeah. On a à nouveau M. Aviola qui voudrait intervenir et comme on veut faire de ça une conversation, donc on vous donne la parole, M. Aviola, pour votre question.
merci beaucoup pour me donner encore l'opportunité de m'exprimer. Je pense que le projet tel que c'est rédigé là, c'est vraiment innovateur. Et je pense pour un gouvernement qui est très sérieux, qui est soucieux de l'environnement et qui est soucieux de la santé humaine, doit pouvoir s'inscrire et aller dans la droite ligne du projet. Parce que c'est cette façon de travailler sans synergie qui fait que les mots ne sont pas bien traités et les actions ne sont pas coordonnées. Donc, je pense que moi, en tant qu'environnementaliste, j'adhère entièrement à ça et s'il y a l'opportunité, par exemple, pour mon pays de bénéficier de ce programme, ce serait vraiment très, très encourageant. Parce que travailler en synergie, ça permet d'aller loin, même si nous avons des intérêts différents et que nous travaillons sur un même objectif. À la fin, on a toujours un consensus qui permet de protéger l'intérêt de tout le monde. Voilà. Ma question, c'est quand je vois les candidatures, il n'y a pas les pays de l'Afrique francophone, comme par exemple le Burkina, le Bénin, le Togo, et le Niger, et ainsi de suite. Bon, j'espère que ça sera possible pour les fois à venir, pour permettre à ce que cette initiative qui transforme les mentalités soit implémentée aussi dans les pays d'Afrique francophone, parce que ça aidera beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui sont exécutés, mais pas en convergence. Voyez, ceci est vraiment innovateur et moi, je suis prêt à travailler avec vous si c'est possible. Merci beaucoup. Merci encore, merci Abiola. Et nous avons ici Julien à la carte du monde avec tous les pays qui ont exprimé leur intérêt. Et nous sommes très contents de vous entendre, monsieur Abiola, dire ça. Et merci pour votre intérêt, votre question. Et synergie, coordination sont des mots très importants pour nous dans ce projet. Julien, l'Afrique francophone, comment elle est cartographiée dans ces expressions d'intérêt qu'on a reçues? Oui, nous avons reçu beaucoup d'expressions d'intérêt de l'Afrique francophone, de Mauritanie, de Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du francophone seulement du Bénin, de Gabon, du Congo et de la République centrafricaine. En Afrique de l'Ouest, nous avons aussi reçu déclarations d'intérêt de Sierra Leone et de Libéria et de Nigeria. Oui. Mais il y a eu une manifestation d'intérêt, par exemple, de ECOWAS régional. Ça peut-être aurait eu plus d'impact. Plus intéressant. Peut-être l'impact est différent. Je pense au niveau régional, c'est 2 millions même. Alors, c'est plus difficile de faire choses sur le terrain. Mais pour la coordination, etc., c'est une option intéressante. Peut-être pour la troisième phase, l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale peut démontrer son intérêt. Donc, ça reste une question ouverte, M. Abiola, si vous pouvez mobiliser les gouvernements de votre région ainsi que les instances régionales. Nous sommes ouvertes. Ça veut dire qu'il y aura une troisième phase. Oui, une troisième phase qu'on va la lancer peut-être en 2027. Tout à fait. OK. Donc, on essaye de couvrir le plus possible avec une équité, un équilibre des régions, qu'on ait une présence dans tous les continents. Et donc, l'Afrique francophone doit être aussi représentée ici. Et on espère que ça sera le cas dans la prochaine. Ouais, on attend aussi les résultats de cette deuxième phase. Et il y aura une troisième phase aussi. On a déjà, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On va arriver vers la fin de la présentation en vous partageant certains outils. Et à nouveau,
Julien, tu es plus familier. Qu'est-ce qu'on voit là? Oui, vous pouvez lire des histoires, stories, Oui. sur la phase de cadrage dans les pays de la phase 1, de la phase 1. Et on peut la trouver dans le site de web de Nature for Health, natureforhealth.org, phase 1. Oui. On peut lire là. Par exemple, le Ghana a fait une bonne phase de cadrage. Ça peut être très intéressant pour lire. Bien, donc on voit là des exemples, des histoires que vous pouvez consulter pour voir comment on a travaillé la première phase du projet et des interventions dans plusieurs pays. Ensuite, on peut avancer. Oui, c'est la fin maintenant. OK, donc on arrive vers la fin de ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça a résulté d'intérêt pour vous. Et on a à nouveau un espace de questions ou de commentaires. Et sinon, je voudrais inviter Julien à nous résumer un peu. Je voudrais dire que la prévention, c'est les mots-clés ici. La prévention intégrale. Donc, il faut commencer en amont, comme on a dit Serge dans son vidéo. Il faut commencer avec les écosystèmes. La prévention commence avec la nature. Tout commence avec la nature, la vie, la prévention, la santé, et finit avec la nature aussi. Donc, on cherche à empêcher la propagation de ces agents pathogènes, mais aussi en traitant de contribuer à ces crises ces triples crises climatiques et de biodiversité et de pollution, en utilisant les aspects de santé comme un porteur des nouvelles approches, des nouvelles politiques qui vont influencer les décideurs à changer d'approche. Et finalement, il faut une réponse intégrale. Ce n'est pas que des solutions de santé qu'on cherche ici, c'est des solutions qui ont un impact sur les modèles économiques, sur la façon qu'on utilise la nature, sur la façon que l'industrie, que les différents secteurs aussi traitent leurs déchets, l'eau, les ressources naturelles, avec l'aspect environnemental comme un facteur reconnu, central dans les interventions des politiques publiques et avec la participation de tous les acteurs, pas seulement les acteurs gouvernementaux, pas seulement les ONG, mais aussi les communautés, les femmes, la jeunesse et les différents segments de la population qui sont affectés, qui ont apporté à la solution collective qu'on essaye d'identifier dans chacune de ces interventions. Donc, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. On vous remercie pour votre attention, pour votre temps. On reste à votre disposition. Si vous avez des questions, nous avons sur la page nos contacts du programme. Et nous avons Elisabeth qui voudrait nous poser une question. Allez-y, Elisabeth. Oh, il faut que je... Un instant, Elisabeth. Ok, voilà. Vous pouvez parler maintenant. Allez-y, Elisabeth. Il faut se unmute. Ok, bonsoir. Bonsoir. Je pense que c'est une très belle initiative, une très belle initiative qui rentre pour le cas du Bénin. Le Bénin vient de soumissionner pour le dernier col et c'est une initiative qui rentre vraiment dans le cadre de programmes d'adaptation au changement climatique et du cadre de la biodiversité du Bénin. Et la soumission du Bénin tient quand même compte de tout ce que je viens d'entendre. C'est comment sauvegarder la planète pour avoir des impacts sur la santé. Donc, je pense que
nous espérons quand même faire partie du prochain groupe qui vont bénéficier de cette initiative-là. Et ce serait bon déjà que vous partagez cette présentation-là avec nous et que vous nous dites clairement les perspectives par rapport aux analyses des soumissions que vous allez planifier pour septembre-là. Et ce serait bon. Ce serait aussi bon que, au-delà de ce qui a réussi, si vous avez par exemple un document de programme qui retrace les initiatives que vous voulez soutenir, si vous pouvez partager avec nous aussi, ce serait une très bonne chose. Espérant que la soumission du Bénin retienne vraiment votre attention. Merci beaucoup, Elisabeth. On prend note et nos collègues prennent note aussi de votre nom et on va rentrer en contact avec vous pour vous partager les informations requises. On a partagé sur les chats de webinaire les liens à la page et nous espérons aussi que beaucoup de nouveaux pays vont faire partie de cette initiative et on constate l'intérêt du Bénin. Et merci de participer à ces webinaires. Bien. Je peux dire merci. La vidéo de cette présentation, de ce webinaire va être téléchargée Oui. à sa page que je mets là, natureforhealth.org/EOI. Alors, nous avons vous notifié quand nous avons fait ça. Et s'il y a des questions, vous pouvez nous écrire à info@natureforhealth.org. Excellent. Et comme Elisabeth a dit, si nous ne soucions pas, si nous ne prenons pas soin de la nature, c'est notre santé qui est en danger, c'est notre survie comme espèce qui est en danger. Donc, c'est là l'essence, la raison d'être de ces projets. Penser la santé au-delà des interventions ponctuelles médicales et penser à la planète et à la prévention en premier lieu pour éviter une prochaine pandémie. On vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Oh, il y a une question de Benaja? Benaja, Monsieur Benaja ou Benson? Est-ce qu'il peut parler? Oh oui, pardon. These webinars. On vous donne la parole tout de suite. Voilà. C'est bon, allez-y, messieurs. Oui, allez-y. Non, on vous entend pas. Est-ce que vous pouvez activer les sons? OK. C'est bon, allez-y. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK. Je vous remercie sincèrement pour le brillant exposé que vous venez de présenter concernant le projet N4H. Alors que nous avons aussi soumis à votre appréciation. Donc, je pense pour ma part, c'est pour la première fois parce que c'est question de l'information que nous n'avons pas pu et le critère d'éligibilité que nous avons pu faire de nos mieux pour vous envoyer le proposal. Donc, je suis le point focal comme vous l'avez déjà vu. Je suis ex-fonctionnaire dans ces unis au Mali, à l'administration. Donc, dès que j'ai vu le proposal envoyé dans ma boîte, je me suis dit non, c'est vraiment important pour mon pays parce que nous n'avons pas pu bénéficier de la première phase et que j'ai jugé utile pour passer en revue pour soumissionner à l'aide de nos collègues de l'environnement et santé et nous avons pu faire pour toucher les réalités et puis envoyer nos proposals pour bénéficier de cette initiative. Donc, pour ma part, je vois que c'est très bon et que la prochaine fois, il faut que vous n'oubliez pas notre pays, la RCA, parce que nous avons beaucoup de gaps, beaucoup de
des choses dans le contexte de l'environnement et la protection des faunes et flore. Donc, nous avons beaucoup de projets dans ce sens-là, mais les initiatives nous en manquent. Donc, voilà, merci pour l'initiative prise et nous serons vraiment prêts pour vous appuyer quand vous serez en Centrafrique pour nous appuyer dans le contexte technique. Et voilà en tout ce qui est comme question, je vous apporte, je vous le donne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kakobanga. Et il y a toute la ligne équatoriale, en fait, qui traverse la planète, qui est spécialement vulnérable parce que c'est une région riche en biodiversité et aussi exposée à des possibles pandémies. Donc, on prend note aussi, on vous remercie de votre expression d'intérêt et de soutien quand on prend très à cœur parce que c'est une région qui nous intéresse beaucoup. Merci à vous. Et nous avons Albert aussi qui a demandé la parole. Et avec Albert, on va fermer ce webinaire. Alors, allez-y. On ne vous entend pas. Vous pouvez parler, Albert. Ouais. Bonjour, désolé, je suis Kwadio Kwasi Albert. Kwadio Kwasi Albert, je suis de la Côte d'Ivoire. Nous avons soumis une proposition. Donc, vraiment, pour les problèmes de connexion, on a pris la réunion en retard. Donc, on vous laisse assurer un peu de la période de la publication des résultats. Voilà, c'est juste savoir la période où les résultats seront publiés et puis les prochaines étapes. Merci beaucoup, Albert. Et tout a été expliqué dans cette présentation que vous pouvez télécharger ou revoir les fois que vous voulez sur notre site Internet. Mais les résultats seront annoncés au mois de septembre, après la réunion du comité de pilotage au mois d'août. D'accord. En ce moment, nous sommes en phase d'évaluation du secrétariat et du groupe technique qui conseille le comité de pilotage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mais nous sommes ravis de voir. Merci, Albert. Merci beaucoup. Très bien. On voit que l'Afrique francophone est très intéressée, très active. Et félicitations de nouveau à l'équipe du secrétariat. J'ai bien aimé ces N4H. N4H. Ça sent comme une maladie. Mais ça sent scientifique aussi. Donc, merci beaucoup à Julien Blanc, qui est le chef de l'unité chargée de ces projets, à Lisa Mamery Crump, qui est aussi fait partie du projet, Lucie, et toute l'équipe qui vous assiste pour mener à bien l'exécution de cette excellente initiative qui fait vraiment une différence. Et nous espérons que vous allez entendre au mois de septembre les résultats de cette sélection. Pour la prochaine phase, et gardez à l'esprit qu'il y aura une troisième phase aussi. Donc, tout n'est pas fini avec cette phase. Julien, les derniers mots. Merci à toi, Juan Carlos, pour faire cette présentation en français. C'est brillante présentation, comme on a dit. Et oui. Avec plaisir. Nous vous remercions à tous aussi et nous espérons le résultat et bonne chance. Bonne chance. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.